Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et à 13h51, c'est la suite des découvertes d'Europe Midi avec une tendance pour les plus jeunes, votre soirée télé et les sorties ciné. Et d'abord le cinéma, puisque nous sommes mercredi, Bruno Kras est avec nous. Bruno, votre coup de cœur de la semaine, c'est The Danish Girl. Ouais, je crois que c'est le plus beau film américain depuis le début de l'année. C'est tiré d'une histoire vraie. Ça se passe dans les années 20 au Danemark. On a des superbes paysages, mais pas gratuits, d'une beauté incroyable du Danemark et du port de Copenhague. Et là vivent deux jeunes gens. Lui, il est peintre paysager, elle est portraitiste. Ils s'aiment, on les voit faire l'amour plusieurs fois. C'est un couple, on va dire, normal. Et puis un jour, elle, son modèle n'est pas là. Son modèle femme n'est pas là. Et elle demande à son mari de poser à sa place. Donc, il enfile un bas, puis finit par enfiler la robe. Et là, il a un frisson et il s'aperçoit que il est extrêmement bien à l'aise. Il est en femme et en Lily. Et petit à petit, il va y avoir cette histoire incroyable, une histoire d'amour d'abord, parce que sa femme va le suivre dans sa transformation. Il avait fait le discours d'un roi, moi j'ai un jeu de mots, c'est le parcours d'un choix, là, cette fois. Et c'est une très très belle histoire d'amour. Et on va voir cet homme se transformer en femme, subir la première opération transgenre en 1930, la première de l'histoire, mais je vous dis pas comment ça va se terminer. Je vous montre juste la photo de Lily. Voilà, c'est l'acteur Eddie Redmayne qui a déjà eu un Oscar pour Une merveilleuse histoire de temps où il jouait Stephen Hawking et qui joue de façon extraordinaire, avec beaucoup d'intensité, de discrétion, d'émotion, sans jamais l'extravagance dans sa féminité. Et c'est une sorte de thriller sexuel ou affectif où on est absolument tenu, la première à la dernière image, plus beau que Carole qu'on avait vu, mais qui était très lisse. Là, le film, en costume comme Carole, n'est pas lisse du tout. C'est un film magnifique. The Danish Girl, voilà. Votre coup de cœur. Je vous laisse le choix, Bruno. Vous avez 30 secondes, soit pour un autre coup de cœur, soit pour un coup de griffe. Non, un coup de cœur. C'est un petit film qui s'appelle Paris Willoughby, de deux jeunes gens. C'est leur premier film, Quentin Reynaud et Arthur Delair. C'est l'histoire d'une famille recomposée qui va partir de Paris à cette ville imaginaire Willoughby. Donc tout va se passer dans ce road movie, dans cette voiture, avec des comptes qui vont se régler. Il y a Isabelle Carré, il y a Stéphane de Grosse, il y a Alec Lutz, c'est toute une marmaille. Et ça fait penser au décès d'Ettore Scola parce que ça a le même ton de la comédie italienne, c'est-à-dire que c'est drôle, c'est doux, c'est un petit peu plein d'amertume. C'est un très joli premier film. Paris Willoughby. Et au passage, on rend hommage à Scola, évidemment. Merci Bruno Kras. Votre coup de cœur, Benjamin Josse, c'est le rétro gaming. Eh oui, le rétro gaming, c'est une sorte de Madeleine de Proust moderne. La preuve, si je vous fais écouter ça. Mario Bros. Eh oui, ou encore ça, par exemple. Tetris, ouais. Tetris, tout le monde reconnaît ces musiques du premier coup. Alors ces vieux jeux nous parlent tout de suite. Vieux jeux vidéo. Figurez-vous que c'est la tendance actuelle. Bon, en fait, pour dire vrai, c'est une tendance qui existe maintenant depuis quelques années, mais elle se confirme plus que jamais en 2016 et elle a comme nom le rétro gaming. Alors qu'est-ce que c'est ? Bon, c'est tout simplement le fait de se replonger dans les vieux jeux vidéo, les jeux qui datent de 20, 30, voire 40 ans. Si on prend Pong, par exemple, le premier jeu à avoir marqué les gens, il a 44 ans. Sur Atari, c'est ça ? Ouais. Ah oui. Tout à fait, ça ne nous rajeunit pas 44 ans. Mais alors pourquoi ces vieilleries redeviennent tendance ? D'abord, pour les parents, il y a bien sûr la nostalgie qui entre en jeu, le plaisir de retrouver les jeux de leur jeunesse, et puis il y a une envie de transmission envers la jeune génération. D'ailleurs, les enfants adhèrent au rétro gaming. Ce n'est pas que quelque chose réservé aux adultes. Vous qui nous écoutez, essayez ce week-end de jouer avec vos enfants avec Space Invaders ou un Street Fighter et vous verrez qu'étonnamment, ils s'éclatent. Mais pour une raison différente de leurs parents. Les jeunes rétro gamers, c'est comme ça qu'on les appelle, ne jouent pas par nostalgie, ils prennent plaisir à ces jeux parce qu'ils sont simples. Je vous rappelle que les premiers jeux, on y jouait avec des manettes qui avaient 1, 2, voire 3 boutons. Oula, dans les grands jeux. Voilà, et les jeux avaient des règles assez élémentaires. Les jeux actuels, eux, sont beaucoup plus complexes. Ils demandent souvent même de l'entraînement. Et les manettes ont plus d'une dizaine de boutons et une interface un peu difficile. Voilà pourquoi les vieux jeux reviennent à la mode. Le rétro gaming, c'est le plaisir du retour à la simplicité. On peut les racheter et les faire tourner, entre guillemets, sur les consoles actuelles ? Alors, il y a plusieurs manières d'y jouer. La première, c'est tout simplement de ressortir sa console du grenier. Ouais. Ou d'en trouver aux puces, il y en a énormément à trouver aux puces. Sinon, il est possible de télécharger un bon nombre de jeux sur smartphone et tablette. Et ils sont soit gratuits, soit à très bas prix. Donc ça, c'est rigolo. Et puis, il y a enfin les musées et les festivals dans toute la France. Rien que pour le mois d'avril, il y a le Japan Touch à Rouen à Lyon avec une expo dédiée au rétro gaming, le Toulouse Game Show où il est possible de jouer à des vieux jeux, le vide-grenier du geek à Nancy. Bref, le rétro gaming est partout. N'hésitez pas à vous y mettre avec vos enfants dès ce week-end. Au moins
moins ils joueront avec vous et pas en réseau. Et ils découvriront peut-être que vous déchirez complètement à Mario Bros. Et ça peut les épater. Merci Benjamin Josse. On va passer à vos choix pour ce soir à la télé. Eva Rock et donc une petite balade en pleine nature avec Barack Obama. Voilà, et Bear Grylls, c'est sur D8 à 21h. Voilà, Bear Grylls. C'est mon héros, moi, Bear Grylls. Et ben, pendant que nous on tergiverse à savoir si Manuel Valls doit aller faire une interview ou pas chez Laurent Ruquier pour répondre à une interview à minuit, Barack Obama, lui, il fait une émission de télé-réalité en Alaska. Donc il part avec Bear Grylls, qui est un professionnel. Il n'a pas autre chose à foutre quand même. Et ben vous allez voir justement. Et il part donc avec ce Bear Grylls qui est un professionnel de la survie. Il est animateur de plein d'émissions dans lesquelles il embarque en fait des célébrités en pleine nature pour des treks un peu extrêmes quand même. Voilà. Donc objectif de l'émission avec Barack Obama là, c'est de parler réchauffement climatique au pied d'un glacier qui fond, la valeur par l'exemple on va dire, enfin en apparence en tout cas. Alors imaginez 2 hommes seuls en pleine nature, enfin seuls. Il y a les services secrets, le personnel de la Maison Blanche, les journalistes, ça fait du monde. Il y a même un type qui goûte les plats du président afin de s'assurer que c'est sans danger. Voilà, donc ça fait un petit groupe d'hommes, si vous voulez, qui est arrivé évidemment en hélicoptère, pour que le bilan carbone soit déjà cramé au bout de 2 minutes de programme. Et ils partent donc dans une forêt dense, le chemin est quand même très très balisé, voire goudronné. Et là, attention, danger. Oh, regardez. Qu'est-ce que c'est? Des poils d'ours. Oh. Mais oui, des poils d'ours. Des poils l'imitation de l'ours. Voilà. Maxime, qui aurait été déposé sur la branche par la production, que ça ne m'étonnerait pas. On va faire comme si que c'est pas le cas. Alors Bear se demande, est-ce que le président des États-Unis a peur de quelque chose? Mais bien sûr que non. Quand Michelle est en colère, j'ai de quoi être inquiet. Si elle me lance un regard noir, je me tiens à carreau. L'instinct de survie. Absolument. Voilà, l'instinct de survie. Je vous passe la séance de selfie avec un téléphone portable que Barack Obama ne sait pas utiliser parce qu'il n'a pas de portable, il ne faudrait pas le géolocaliser. Ou encore la séance les mains dans l'eau de la rivière. Elle est très très froide, évidemment, c'est l'eau du glacier. Donc ça ressemble plus à une promenade bucolique qu'à un trek. Je ne suis pas sûre qu'il y ait passé la journée entre nous, Jean-Michel. J'étais pas censée rire en regardant le programme. Je me suis bidonnée pendant 40 minutes. J'ai bien cru que c'était filmé sur fond vert, en fait. Et je vous laisse écouter ce que dit quand même Barack Obama au bout de l'émission. Ça restera l'un des meilleurs souvenirs de ma présidence. Je ne suis pas dans mon bureau et je ne porte pas de costume. Et voilà. Il est 8 ans de président des États-Unis. Et c'est son meilleur souvenir. Effectivement, c'est pas gagné. Ça, voilà. On espérait qu'un jour François Hollande nous fasse un truc comme ça. Avec Frédéric Lopez en Laponie, moi je pensais. Et en pleine nature avec Barack Obama et Bear Grylls, c'est donc ce soir dès 21h. Un petit bonus, Flic tout simplement sur France 2 à 20h55. Vous savez qu'Yves Régnier adore les polars. Alors l'ex-commissaire Moulin revient en tant que réalisateur et acteur dans cette fiction qui raconte la vie de Martine Monteil, vous savez la commissaire divisionnaire, qui est incarnée par Mathilde Seigné. Et au moins pour l'interprétation de Mathilde Seigné, ça mérite vraiment que vous regardiez cette fiction qui est très bien. Et voilà, double coup de cœur. Merci Eva Rock, merci à toute l'équipe des Découvertes d'être venue encore une fois ce midi en direct. Et merci à vous, à vous pour cette stabilité triomphante, Jean-Michel Apathy. On va remercier tous les auditeurs.